Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce rendez-vous copro, dernier rendez-vous copro de l'année. Donc, on est bien content d'être avec vous pour un sujet qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit des contrats qui sont mis en place dans les copropriétés et notamment le sujet de la renégociation, du changement ou la mise en place de nouveaux contrats pour les copropriétés. Alors, vous verrez qu'on ne va pas traiter de tous les types de contrats parce qu'il y en a beaucoup, mais on a choisi 2 sujets majeurs puisque l'actualité a voulu aussi qu'on ait une flambée des prix à la fois de l'énergie et aussi un sujet sur les assurances au vu de toutes les catastrophes naturelles, sécheresses, inondations et autres qui ont impacté du coup le prix des assurances aussi dans l'habitat. Donc, on a pensé que, voilà, déjà aborder ces 2 thématiques importantes qui représentent un fort budget dans les copropriétés était bienvenu. Et on refera peut-être d'autres sujets sur d'autres contrats. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment focus assurance et énergie. Alors, donc, les invités vont nous rejoindre au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. C'est toujours comme ça. Ça commence à 17h, mais on est ensemble jusqu'à 18h30. Donc, on est parti pour 1h30 avec des experts, des spécialistes. Et on va vous faire cette petite intro. Alors, vous l'avez compris, Rendez-vous Copro, c'est un événement mensuel organisé par monimmeuble.com. Donc, tous les mois, on va partir sur une thématique et on va faire intervenir les experts qui seront les plus à même de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on a le groupe Odéalim, partenaire de mon immeuble, que vous connaissez déjà, qui sont déjà intervenus à plusieurs reprises. Et ils sont 2 ce soir avec nous. Donc, on a Christophe Chombard et Cédric Citrin. Donc, directeur associé et directeur de clientèle. Alors, on n'avait pas la photo de Cédric, donc on l'a mis un peu blond. Voilà, bon, c'est Pas loin de la réalité. Un peu châtain, mais bon, il n'est pas barbu le nôtre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on s'est projeté comme ça. On n'avait pas la photo et on a pensé que ça serait rigolo de mettre un petit emoji. Donc, à nous envoyer la photo pour une prochaine, hein, Cédric. Hein, le message est passé. Et je ferai ça. Voilà, une petite teinture et c'est bon, on est dans les cordes. Et on a aussi Julien. Alors c'est Julien Gognaud, c'est ça? Ou Gognaud, hein. Courtier en voilà, exactement. Courtier en énergie qui représente le groupe Opéra Énergie avec nous pour l'énergie. Je suis accompagnée de Gladys Lecomte. Coucou Gladys, responsable marketing pour monimmeuble.com et moi je suis l'animatrice, vous me connaissez, Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, journaliste et toujours à votre écoute et à votre service pour produire les sujets qui vous intéressent dans les pages de monimmeuble.com. Alors, pourquoi faut-il renégocier les contrats de la copropriété ? Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on ne pose plus parce qu'on sait qu'il faut renégocier ces contrats. Les contrats de maintenance et d'entretien, bon, là, c'est pas forcément le sujet de ce soir, mais voilà, on a beaucoup de contrats, que ce soit pour les ascenseurs, pour la chaufferie, pour tout ce qui est équipement, il y a des contrats de maintenance. Donc, ces contrats, il faut les surveiller. Ils peuvent évoluer dans le temps. Vous pouvez avoir des besoins qui vont changer. Parfois, ils deviennent obsolètes. Parfois, ils deviennent trop coûteux. Donc, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir au sein du conseil syndical de suivre ces contrats et de se poser la question régulièrement de savoir si ils sont toujours d'actualité, s'il faut les revoir. Ça peut être à la baisse, mais ça peut être aussi pour augmenter les services et améliorer aussi la qualité des prestations. Donc, ce n'est pas toujours qu'une question de coût. Hein, attention, renégocier les contrats, on verra ça ensemble. Ce n'est pas qu'une question de coût. Ce n'est pas forcément que pour faire baisser le montant de la charge.
Ça peut être aussi pour améliorer la prestation et le confort dans les copropriétés. Donc bien sûr, avant de renégocier, il faut savoir quels sont les contrats en cours actuels, leur délai d'échéance. Il faut faire un inventaire détaillé de tous ces contrats et ensuite, voir quelles sont les opportunités d'amélioration. Et voilà. Donc ça, c'est bon, on a vu ça. Ensuite, je vais laisser la parole à Gladys qui va vous expliquer en quoi consiste le média monimmeuble.com, qui on est et les propositions qu'on peut vous faire, vous, en tant que copropriétaire ou en tant que professionnel de l'immobilier. D'ailleurs, pendant que Gladys va vous présenter tout ça, je vais lancer un petit sondage de début de webinaire pour vous demander déjà si vous êtes abonné à l'un de nos clubs. Comme ça, on sait un petit peu qui est là, qui est déjà adhérent, qui ne l'est pas. Et ça peut nous aider aussi à préciser notre discours. Voilà, c'est lancé. Alors, donc, monimmeuble.com, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un média indépendant dans le domaine de l'immobilier et plus spécifiquement vraiment le domaine de la copro. On existe depuis 22 ans. On a plus de 4000 membres, abonnés, lecteurs, enfin, qui reçoivent la newsletter. Il y a plus de 6000 articles sur le site, donc vraiment une énorme source d'informations, même si on est en train un peu de faire du tri, parce qu'il y avait des très anciens articles qui remontaient à plus de 10 ans. Donc petit à petit, voilà, on écume un petit peu pour que les informations restent quand même à jour. On fait plus de 40 rencontres par an, donc ça peut être aussi bien des webinaires comme ce soir que des soirées comme l'apéro copro ou alors, on est aussi sur des salons. On a à peu près 48 partenaires et on fait beaucoup de vidéos sur YouTube, donc on est même à plus de 400 vidéos et bien sûr, les webinaires comme ce soir sont disponibles, tous les rendez-vous copro, en fait, sont disponibles sur YouTube en replay. Alors, si vous êtes copropriétaire, et que vous souhaitez aller plus loin, et pas seulement juste lire nos articles, mais que vous avez besoin d'autres services, par exemple des services juridiques, on a le Club MI+, donc c'est 57 € pour une année. Il y a aussi le paiement par mois qui est disponible et donc ça vous permettra d'avoir accès à des services supplémentaires comme la permanence juridique, des consultations juridiques trimestrielles, les replays des ateliers juridiques et compta et de nombreux documents, dossiers exclusifs du coup dans l'espace membre. Espace membre que nous avons remis un petit peu au goût du jour depuis quelques mois, depuis la rentrée, le mois de septembre. Pour les professionnels, on a également un club MI Pro. Donc ça reprend un peu l'offre du club MI+, pour ce qui est des services juridiques. Mais vous avez un côté donc professionnel évidemment et du coup vous êtes inscrit dans notre annuaire en ligne qui est disponible du coup pour tous nos abonnés et qui se trouve également dans l'espace membre via un bouton et en fait vous avez une fiche dans cet annuaire et vous avez également une fiche dans notre guide des professionnels qui est un guide disponible numériquement et qui est vraiment accessible à tout le monde puisqu'il est gratuit. Il suffit juste de remplir un petit formulaire pour le recevoir dans sa boîte mail. Alors, pour ce qui est des rendez-vous copro et du programme à venir de ces rendez-vous, donc on va faire une petite pause de fin d'année, Noël, jour de l'an, et on reviendra donc pour les rendez-vous copro le 23 janvier avec un sujet sur les gros travaux en copropriété. Donc avec des travaux, voilà, aussi bien les fenêtres, l'isolation, façade, etc. Et on aura ensuite un rendez-vous en février qui sera sur la digitalisation, comment gérer sa copropriété à distance. Mais avant ça, on aura le 10 janvier, voilà, donc ça c'est vraiment l'atelier juridique de la rentrée. Donc le 10 janvier, ce sera un atelier sur le syndic de copropriété, animé donc par maître droit et un syndic, un administrateur de biens qu'on est en train de définir. Donc prochainement, vous recevrez un mail avec le programme définitif. Ensuite, je vais de l'autre côté, le 8 février, on aura un atelier compta sur l'audit des comptes de copropriété.
Et en février également, un atelier juridique sur les grandes copropriétés. Ça, ce sera un petit peu en partenariat avec l'USGC, donc qui est l'Union des syndicats des grandes copropriétés. Et en avril, on aura encore un atelier compta sur les appels de fonds. Et puis après, on vous donnera petit à petit la suite du programme. Je vous mettrai également tous les liens pour vous inscrire aux prochains ateliers dans le chat juste après. Alors récemment, on a également mis en place un petit formulaire. Donc, c'est, si vous avez des besoins précis dans votre copropriété, des projets, une problématique, vraiment sur tout sujet, en fait. On a voulu faire un formulaire assez, global, où vous pouvez nous indiquer, quels sont vos besoins, peu importe, que ce soit des besoins sur les travaux, des besoins sur les contrats, par exemple. Voilà, peu importe votre problématique, c'est un formulaire à remplir qui dure à peu près, 5-10 minutes si vous avez vraiment beaucoup de choses à nous dire. Et ensuite, nous, on va, retourner vers, les experts, qui peuvent convenir en fonction de vos problématiques et puis après, ils vous contacteront, pour la suite. Voilà, donc pour ce qui est de l'animation de la soirée, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, donc qui s'appelle Q&R. Vous pouvez, évidemment répondre au sondage, Isabelle en a déjà lancé un et vous pouvez également envoyer des réactions, si vous avez, des suggestions pendant le webinaire. N'hésitez pas, voilà, à donner vos réactions en fonction de ce qui est dit. Pour, nous contacter, c'est comme d'habitude, les numéros de téléphone, l'adresse contact@monimmeuble.com si vous avez des questions et notre adresse, du bureau dans le 14e. Alors, merci Gladys. Donc, on va partir directement sur la thématique de ce soir. Alors, je vais faire une petite introduction avec quelques slides sur la partie contrat de fourniture de gaz et d'électricité. Et ensuite, je ferai pareil, une petite introduction sur la partie contrat d'assurance. Et ensuite, on ira directement soit répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les questions et réponses. Et moi-même, j'ai préparé quelques questions pour nos intervenants de ce soir, sachant que ce webinaire est enregistré et que voilà, vous aurez de toute façon un replay, comme on dit, de l'atelier de ce soir pour pouvoir après revenir aussi et vous replonger dans toutes les réponses qu'on aura données et tous les bons conseils que vous aurez pu recevoir. Alors, pour les contrats de fourniture de gaz et d'électricité, voilà moi ce que j'ai noté. Hein. Donc, après, si je dis des bêtises, vous pourrez toujours me corriger. Hein. Vous êtes là pour ça et pour compléter aussi le discours. Voilà, donc il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, je ne reviens pas sur le marché de l'énergie, je ne reviens pas sur voilà, la crise énergétique, hein, bien sûr, simplement sur des faits. Donc, il y a eu le besoin de mettre en conformité les tarifs réglementés de vente de l'énergie. Et ça, c'est le droit européen qui nous a quelque part un peu bousculé. Et donc, il a fallu se mettre au diapason. Donc, il y a eu forcément des lois qui ont été votées dans ce sens et des ajustements, que ça soit pour la fourniture de gaz ou pour l'électricité. Alors, pour l'électricité, on a eu, pour le gaz, pour commencer par le gaz, on a eu déjà une loi énergie-climat, hein, ça vous le savez, qui date de 2019, du 8 novembre 2019. Et qui a clairement dit que on allait mettre fin aux tarifs réglementés de vente du gaz. Et donc, ça a été le cas puisque le 30 janvier 2023, ça a été la fin annoncée pour les particuliers comme pour les copropriétés. Et donc, ça veut dire qu'avant la fin de cette échéance, hein, donc on était quand même prévenu très, très longtemps à l'avance, il fallait souscrire à une nouvelle offre de marché. Voilà, sachant qu'on a une commission de régulation de l'énergie qui s'appelle la CRE, qui régule le marché et qui
aussi supervise voilà, les tarifs, hein, pour vérifier que les tarifs sont dans la norme, qui publie tous les mois un tarif de référence. Donc, on peut très bien aller sur ce site internet de la CRE pour savoir quel est le tarif de référence en vigueur. Alors, pour l'électricité, les copropriétés, c'est un petit peu différent puisque les copropriétés peuvent opter pour un abonnement d'électricité au tarif réglementé, c'est toujours possible, ou pour une offre de marché. Donc, on a les deux options. Mais il faut savoir que pour le tarif de vente réglementé, la puissance souscrite doit être inférieure ou égale à 36 kWh. Donc voilà, il faut être quand même au-dessous d'une certaine puissance pour pouvoir obtenir ce tarif réglementé. Et la question est de savoir quand est-ce qu'ils vont disparaître, et ils vont certainement bientôt disparaître. Alors moi, je ne sais pas si ça a été annoncé ou pas. On reposera la question à Julien, mais voilà, on sait que de toute façon, c'est amené à disparaître, quoi qu'il arrive. Alors, on va continuer, Gladys. Alors, tu veux dire un petit mot, Gladys, par rapport à ça, ou tu veux que je continue? Tu peux y aller si tu veux, parce que je suis en train de reprendre un peu tous les liens pour… Ah d'accord, ok, tu t'occupes des liens. Alors, donc comment on va pouvoir renouveler son contrat d'énergie? Il faut déjà savoir que de toute façon, quoi que vous choisissiez, le choix du fournisseur, le choix de la formule de l'offre, tout ça, ça doit être validé en assemblée générale. Il faut bien sûr vérifier la date de la fin de son contrat actuel, hein, c'est très important, et voir s'il n'y a pas peut-être dans son contrat une clause de reconduction automatique. Donc à ce moment-là, il faut prévoir ça un petit peu à l'avance pour pas être tombé dans cette clause de reconduction. Alors, on va voir ça aussi avec Julien, mais vous verrez que bon, il y a toujours des contrats et des alternatives, donc il y a toujours un choix au niveau du contrat. Et donc là, le choix, ça va être de savoir si on va prendre un contrat indexé ou un contrat fixe. Donc peut-être qu'on reviendra là-dessus aussi, parce que bon, le contrat indexé, c'est un tarif qui va changer tous les mois en fonction d'un index, et le contrat fixe, ça va être un même tarif qui va être garanti jusqu'à la fin de votre contrat. Alors bon, c'est deux façons de voir les choses, et certainement aussi en rapport avec la conjoncture. Ensuite, il y a le choix de la durée du contrat. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que les contrats étaient souvent entre 1 an et 3 ans, mais qu'on pouvait aussi avoir des contrats qui allaient jusqu'à 5 ans. Donc, pareil, on demandera à Julien ce qu'il en est exactement. Et ensuite, il y a la mise en concurrence des fournisseurs, hein, une fois qu'on sait à peu près ce qu'on veut, mais on peut être aussi conseillé, hein, parce que bon, tout seul, comme ça, c'est pas facile. Donc, souvent, on va aller voir des experts en la matière pour leur demander leur avis. Et moi, ce que je recommande, et bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz aussi dans le chat, mais on n'est pas du tout des experts en la matière, et ceux qui sont le plus à même de nous renseigner parce qu'ils sont en contact direct avec les fournisseurs d'énergie, qu'ils ont le moyen de connaître la courbe de l'énergie, qui suivent les marchés de l'énergie et qui sont en contact avec tous les fournisseurs au jour le jour, ce sont les courtiers en énergie. Et en plus, les courtiers en énergie, c'est eux qui vont vous aider justement à vous trouver le meilleur contrat qui correspondra à votre besoin, qui sera le plus adapté à votre copropriété. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel au groupe Opéra Énergie aujourd'hui, courtier en énergie, qui vous expliquera aussi en quoi consiste son métier. Alors, on va continuer. Alors, juste encore un petit mot sur l'énergie. Bon, vous savez que le prix de l'énergie a flambé, hein, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité. On s'est retrouvé avec des situations vraiment très, très délicates dans les copropriétés. Et donc, le gouvernement a décidé, donc, pour soulager les ménages, pour aider au pouvoir d'achat des
des particuliers comme des copropriétaires, de mettre en place un encadrement des prix avec des boucliers, ce qu'on a appelé les boucliers tarifaires. Alors là, je vais vous parler que des boucliers tarifaires collectifs, c'est-à-dire ce qui s'applique aux copropriétés. Donc, on a des boucliers tarifaires collectifs qui ont été mis en place pour le gaz et pour l'électricité. Donc, je reviens un petit peu sur l'historique. Donc, pour le gaz, ça a été mis en place en avril 2022 et ça a été prolongé jusqu'en décembre 2023. Donc là, ça s'arrête à la fin de l'année. Ça a donc permis de compenser la hausse des prix qui s'était affolée à partir de novembre 2021. Et par contre, là, on n'a pas encore on n'a pas encore, je crois, de décret ou de choses comme ça, mais on sait déjà que ça ne va pas se poursuivre. Donc voilà, donc probablement, on va avoir une annonce à un moment donné pour nous dire que ça ne se poursuivra pas en 2024. Pour l'électricité, ça a été mis en place un peu plus tard, en décembre 2022. Ça a été aussi prolongé jusqu'en décembre 2023, donc toujours pareil. Et là, par contre, Bruno Le Maire a déjà annoncé le maintien du bouclier tarifaire pour l'électricité jusqu'à début 2025. Donc, pour l'électricité, je rappelle que le gel des tarifs a été de maintenir l'augmentation à 15%. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui a été prévu aussi pour l'électricité, c'est que la somme de compensation qui vous est quelque part remise. Jusqu'à présent, il fallait monter des dossiers, c'était assez complexe, etc. Donc là, le gouvernement s'est engagé à ce que ça prenne la forme d'une réduction sur les charges de la copropriété. Donc, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus simple et qui devrait être déduite directement des charges. Donc, voilà, ça devrait être assez rapide au niveau de la prise en compte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Voilà. Donc, après, on est dans les contrats d'assurance. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur les contrats d'assurance, Gladys? Bon, tu peux. Je vais couper mon micro. Oui, je vais présenter rapidement la slide. Après, de toute façon, on partira sur les questions puisque c'est la fin de notre petite présentation. Du coup, on a fait un zoom sur l'assurance multirisque immeuble. Donc, un petit peu sur comment apprécier la qualité de votre contrat, voir un petit peu quels sont les risques qui sont couverts, si votre contrat contient des intercalaires, le plafond également des montants de remboursement qui sont après selon les risques, et les franchises également en fonction des dommages qu'il peut y avoir. Après, il n'y a pas forcément que le montant de la prime qui est le seul élément à vérifier et à observer, parce que son montant peut augmenter du coup avec le taux de sinistralité de votre copropriété. Et il y a aussi un point à prendre en compte qui est les caractéristiques de votre immeuble, la date de construction, sa surface, les équipements que vous pouvez avoir dedans et les travaux également d'entretien et d'amélioration que vous allez faire du coup pour réduire un petit peu ces risques. Donc un conseil qui est de bien choisir votre courtier en assurance et en petite remarque, on a mis également que le syndic doit mettre à l'ordre du jour de l'AG tout changement ou tout nouveau contrat. Voilà, donc c'était juste pour vous faire un petit tour d'horizon comme ça, pour vous rappeler quelques petits éléments du contexte et ce qu'il faut faire. Déjà, vous avez compris, 2 conseils à retenir, que ce soit pour les assurances ou pour le choix de votre fournisseur d'énergie. Le plus simple et le plus efficace, c'est de passer par des professionnels du secteur dont c'est le métier, qui connaissent tous les tenants aboutissants et qui vous donneront les meilleurs conseils. Donc, ce soir, on a des représentants courtiers énergie avec Opéra Énergie et le pendant pour les assurances avec le groupe Odéalim. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions
Alors, peut-on revoir la dernière diapo? Ah, on est passé un petit peu rapidement sur la dernière diapo. Alors, il faut savoir aussi que vous allez recevoir les diapos. Hein. Tous ceux qui sont inscrits ce soir vont pouvoir avoir le support et puis tout ce qui vous sera présenté par la suite. Donc, vous aurez tout. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes, si on est passé un peu rapidement, vous aurez tout lors de après le webinaire. On vous enverra tout ça si vous avez bien sûr laissé vos adresses email. Alors, je vais juste vous poser une petite question pour savoir un petit peu ce qu'il en est dans vos copropriétés. On va vous demander si vous avez déjà renégocié des contrats dans votre copropriété. Donc, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, si c'est une démarche que vous connaissez, si vous avez peut-être été confronté à ça, ou si c'est peut-être quelque chose que vous comptez faire justement, et ça tombe bien, le webinaire parle de ça, donc vous allez peut-être avoir quelques informations complémentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à ce petit… C'est important aussi pour nos intervenants de savoir un petit peu qui est le public ce soir. Donc, on est pratiquement à égalité, on a 45% de participants qui… alors là, ça diminue un petit peu, mais on est, voilà, 41% de personnes qui ont déjà renégocié leur contrat, 53% de personnes qui ne l'ont pas fait et 7% pour lequel c'est en cours. Donc, c'est intéressant, très intéressant. Donc voilà, donc pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être que ça va vous inspirer et que ça va vous donner quelques pistes et peut-être quelques conseils qui pourront vous amener à proposer ça dans le cadre du conseil syndical et à approfondir les dossiers, peut-être à reprendre certains contrats. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon pour la slide. On va pouvoir enlever les présentations. OK. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà des petites choses dans les questions et réponses. Bon, on va revenir sur le bouclier tarifaire. Alors, on avait commencé par la présentation sur les slides énergie. Mais bon, voilà. De toute façon, la première question, comme vous le savez, c'est toujours de se présenter parce que bon, j'ai pas fait vraiment de présentation comme il se doit. Donc les uns comme les autres. Donc on va commencer par Julien Gognaud. Vous allez vous présenter et présenter votre entreprise, qu'on sache un petit peu voilà ce que vous faites, qui vous êtes. Et ensuite, on passera à la question numéro 2. Alors, donc, je vous laisse la parole. Super, je prends la parole. Donc, bonsoir à tous. Alors, donc moi, c'est Julien Gognaud. Pour faire très simple, ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des copropriétés et gestionnaires de copropriétés sur des contrats dans l'énergie. Alors, pas forcément chez Opéra Énergie dès le départ, mais donc ça fait plus de 10 ans que je travaille avec des syndics. Pour faire une présentation assez synthétique d'Opéra Énergie, on est le pionnier et le leader dans le courtage en énergie. On est dans notre 10e année d'existence. Aujourd'hui, notre métier, si on doit aller vraiment très vite, c'est de simplifier la mise en concurrence en gaz et en électricité, que ce soit pour le syndic de copropriété, donc le gestionnaire, ou pour accompagner le conseil syndical dans cette démarche. Vous l'avez compris, hein, c'est un marché de type boursier. Donc, notre métier, c'est de vous aider à y voir plus clair dans les différents types d'offres, dans les moments, dans tout ce genre de choses. Et pour ça, il suffit de contacter nos courtiers, de nous contacter, et ensuite, vous pourrez bénéficier de notre accompagnement. Très bien. Alors, pour le groupe Odéalim, donc là, vous êtes 2, donc vous partagez la parole alors. Qui commence? Donc, Odéalim, c'est un courtier spécialisé dans l'assurance des professions immobilières. On travaille avec plus de 20 assureurs, plus de 20 compagnies d'assurance. On a plus de 200 salariés. On travaille environ avec 2500 syndics professionnels.
et on assure environ plus de 40 000 copropriétés. On travaille donc avec des syndics professionnels, mais aussi avec des syndics bénévoles. On est également courtier en crédit immobilier, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est l'assurance des copropriétés, donc la multirisque immeuble. J'allais dire le thème de ce soir, la mise en concurrence des assurances de la copropriété et de la multirisque immeuble. On est vraiment au cœur du sujet puisqu'on fait ça en fait toute la journée. Donc moi personnellement, ça vous change pas alors, hein. Même vos soirées, vous les passez à en parler alors. Ouais, exactement. Et donc ça fait plus de 30 ans, non, pas plus de 30 ans, un peu moins de 30 ans que je travaille avec les syndics de copropriété. J'ai dû commencer en 1995. Je crois que c'est un petit peu plus récent pour Cédric. Oui, moi c'est un peu une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que je le fais. Et à peu près 20 ans que je gravite dans l'immobilier. Et on est très heureux ce soir de se mettre à disposition pour aborder ces sujets qu'on connaît bien. Très bien. Alors, si vous voyez des questions dans les questions et réponses sur lesquelles vous pouvez répondre rapidement dans le chat, vous pouvez répondre, hein, voilà. Mais on essaiera aussi de les reprendre pour que tout le monde les voit et qu'on ait une réponse collégiale. Mais bon, voilà, vous pouvez quand même répondre dans le chat. Alors, première question, deuxième question, on va dire. Moi, je ne l'ai pas évoqué du tout parce que je ne suis pas une experte, mais ça serait quand même bien en quelques mots peut-être quand même de resituer la conjoncture. Alors, vous avez deux marchés différents, bien sûr, mais pour chacun d'entre vous, nous expliquer un petit peu le contexte actuel. Donc d'une part sur le coût de l'énergie bien sûr, mais ça peut être aussi d'autres critères qui vont intervenir comme le changement climatique pour les assurances. Ça peut être aussi une évolution de la réglementation, hein, comme on l'a vu aussi, que ce soit pour les énergies ou pour les assurances. Donc voilà, si vous pouvez déjà un peu nous rappeler ce qui s'est passé ces dernières années, voilà, on va remonter peut-être à 2020-2021, hein, pas au-delà, mais voilà, c'est là que vraiment il s'est passé pas mal de choses et qu'on a dû prendre des mesures en rapport pour soutenir le marché de l'immobilier. Alors, Julien, on va peut-être commencer, voilà. Voilà. Ok, je prends la parole sur un petit point contexte, un petit état du marché. Si on remonte jusqu'à 2020, c'est assez simple, hein. En 2020, ça faisait une dizaine d'années que les marchés avaient déjà commencé à être ouverts à la concurrence, que les prix du gaz et de l'électricité étaient assez bas. 2020, c'est une année un peu charnière parce qu'on a eu le Covid sur un niveau mondial et donc les prix du gaz et de l'électricité ont été très bas. Donc c'était vraiment un moment où il était important d'anticiper sa renégociation. Et donc si on revient assez rapidement, vous avez la crise de l'énergie qui nous a impacté l'an dernier. Cette crise de l'énergie, elle est liée à pas mal de facteurs géopolitiques et donc on a tous entendu parler de tous ces sujets dans l'actualité. Aujourd'hui, cette crise, elle est en partie derrière nous parce que les prix du gaz et de l'électricité, ils ont énormément dégonflé. Ça, on pourra en parler un tout petit peu plus en détail après, pour plein de raisons. Si on veut simplifier, l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, on est sur des marchés de type boursier. Donc, sans contrat, le prix qu'on peut fixer, il est fonction du moment auquel on le négocie. Donc, en 2020, on avait des prix très bas, donc on pouvait négocier des prix de contrats assez bas. En 2022, on avait un marché qui était beaucoup plus tendu que ce qu'on a pu connaître. Et donc, forcément, on avait des prix du gaz qui étaient beaucoup plus hauts et d'électricité aussi. Là, on est vraiment redescendu
Donc j'ai vu qu'on avait des questions dans le chat sur le bouclier tarifaire. On pourra en parler un petit peu plus dans le détail après. On va en parler, oui, effectivement. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est que, alors bon, le bouclier, on va expliquer un petit peu en quoi ça consistait. Mais bon, ça nous a vraiment soutenu sur cette période critique. Et là, on voit que ça s'est stabilisé, que on est plutôt dans une tendance à la baisse. Donc, on va pouvoir peut-être se débarrasser des pare-feux et on va voir ce que ça va peut-être engendrer par la suite. Alors, pour ce qui est de l'assurance, alors c'est vrai que là, c'est parti aussi, il y a beaucoup de questions pour le pourcentage d'augmentation des différentes compagnies d'assurance, qu'est-ce qui va se passer en 2024, etc. Mais bon, voilà, on n'est pas dans la prédiction. Pour l'instant, on est plutôt dans le contexte. Le marché de l'assurance, on a connu des hausses importantes, notamment depuis le Covid, des hausses des coûts de transport, des hausses des coûts de main-d'œuvre. Il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui a fait flamber le coût des matériaux, le coût du pétrole qui peut rentrer dans la fabrication des différents matériaux associés à la construction. Donc, ce Covid et cette guerre en Ukraine ont fortement impacté les primes d'assurance. Les tendances de fond, il y a quand même un dérèglement climatique qui s'installe sur la planète. Je ne sais pas s'il va être infléchi à brève échéance, je ne pense pas. Donc, c'est une tendance qui va continuer un certain temps. Ce dérèglement climatique, ça engendre effectivement des catastrophes naturelles, des tempêtes, des grêles, des tremblements de terre. Donc, c'est autant d'événements que les assureurs prennent de plein fouet. Et forcément, quand il y a des sinistres, ça impacte le niveau des primes. J'allais dire, les violences urbaines ont également contribué au fait d'augmenter les cotisations d'assurance. Les réassureurs, puisque les assureurs sont également assurés, j'allais dire, et sont appuyés par des réassureurs, et les réassureurs ont durci leurs conditions de réassurance. Donc, les traités de réassurance ont connu également des augmentations de prix. Et les assureurs qui payent donc les traités de réassurance répercutent cette hausse sur les primes d'assurance. Voilà, donc les primes d'assurance globalement sont indexées sur l'évolution du coût de la construction. Tout à fait, l'indice FFB, je peux le dire. Et cet indice est évolutif, hein. Il évolue tout au long de l'année. Au final, on a une évolution de l'indice trimestriellement. J'ai vu passer une question tout à l'heure sur le chat. Pour vous signifier, l'année dernière, à la même époque, nous étions sur un indice qui était de l'ordre de plus de 8 points, de 8%, d'où l'augmentation significative qui a été vécue l'année dernière. Cette année, la tendance est plutôt de l'ordre de 0,95. Donc, vous voyez, il y a quand même des écarts qui se creusent. Et elles sont contextuelles, comme vous l'a dit Christophe. Elles sont fonction, effectivement, des événements qu'on a vécu tout au long de l'année passée et qui se répercutent nécessairement par la livraison des matériaux, leurs coûts et d'autres paramètres, qu'ils soient climatiques ou qu'ils soient de circonstances comme les émeutes. Tout ça, au final, se répercute d'une façon qui est non pas locale, mais mondiale, voire internationale. Voilà. Exactement. Donc, on n'est pas les seuls à en subir les conséquences. C'est quelque chose qui touche à peu près toute la planète. Donc, malheureusement, ça, il faut le savoir. Donc, on va peut-être, donc on a compris un petit peu le contexte. Donc, on va peut-être revenir avec Julien sur les mesures qui ont été mises en place, celles qui s'arrêtent et celles qui vont peut-être continuer, parce qu'on a quand même des questions. Tout le monde aimerait bien que ça continue encore et encore, mais voilà, à un moment donné, toutes les bonnes choses ont une fin. Et quand ça va s'arrêter, qu'est-ce qui va se passer, Julien? Voilà.
Alors, vous en parliez tout à l'heure hein, de tout ce qui est bouclier tarifaire, aide de l'État. Alors, je ne veux pas arriver avec un cadeau de Noël, mais on n'en est pas loin. Il y avait justement une question dans ce sens dans le chat. Il y a eu une annonce très récemment de la part du gouvernement sur le bouclier tarifaire gaz. Donc, il y aurait une volonté, j'utilise le conditionnel, hein, il y aurait une volonté de le Parce qu'il y a eu prolonger. d'autres annonces juste avant qui disaient que ça Alors, allait se terminer. C'était d'ailleurs la première ministre qui l'avait dit. Donc, bon, voilà. Alors oui, effectivement, sur le milieu de l'année, il y a plutôt eu le discours de le bouclier tarifaire en gaz En s'arrête gaz, comme on l'avait prévu. voilà. Maintenant, très récemment, on a eu un discours complètement autre. Pour le moment, il n'y a rien qui est publié, il n'y a pas de décret. Pour rappel, l'an dernier, c'était au 30 décembre 2022 que le décret pour le bouclier tarifaire Bon, 2023 voilà, avait on est été le publié. 19. Alors, faut attendre un petit peu. On est le 19, on laisse passer Noël et ensuite on aura un peu plus les contours de ce que l'État prépare. Donc je ne veux pas faire un effet d'annonce, mais pour le moment, D'accord. l'État a communiqué là-dessus. Il devrait s'y tenir. Maintenant, la question, c'est quand et comment. C'est plutôt ça. D'accord. Pour l'électricité, pour l'électricité. on reste sur ce que vous avez dit. D'accord. Après, les discours qui sont annoncés, il faut vraiment les prendre avec des pincettes et pas hésiter à en parler avec le courtier de chez Opéra Énergie qui est votre interlocuteur pour pouvoir un peu mieux analyser ça parce que en 2022, c'est vrai qu'on avait des effets d'annonce sur 10%, 15%, le prix de la facture, etc. Il faut se poser, remettre ça à plat et pas hésiter à contacter votre interlocuteur pour avoir une lecture fiable d'un professionnel. D'accord. En ce qui concerne les assurances, donc ça, on a vu la conjoncture. Donc là, il n'y a pas d'effort. Hein. C'est chaque copropriété qui, indépendamment, va avoir sa prime d'assurance, son propre contrat. Il n'y a pas d'intervention comme on le fait dans l'énergie pour les contrats d'assurance. Donc, il n'y a pas d'encadrement de ces contrats. Disons que le ministère de l'économie et le ministre Le Maire a quand même réuni les assureurs pour faire en sorte que les compagnies plafonnent les augmentations de primes à l'inflation. Ça a été fait l'an passé. Les compagnies d'assurance cette année sont moins disposées à le faire. Elles oscillent entre les considérations sociales, ne pas trop impacter les copropriétaires, entre considérations sociales et nécessités financières. Elles doivent quand même se ménager certaines ressources pour payer les sinistres face aux événements qu'on a évoqués tout à l'heure. Accessoirement, les produits financiers sont moins rentables, donc ça peut rentrer aussi en ligne de compte. J'allais dire, et je parle un peu aussi sous le contrôle de Cédric, je pense que les compagnies d'assurance ne vont pas appliquer stricto sensu l'évolution de l'indice à moins de 1%. Elles vont pas non plus être à 8% comme l'an dernier. Je pense qu'elles vont... On ne pourra pas vous donner aujourd'hui un ordre d'idée, mais effectivement, on ne sera pas à 0,95. À mon sens, et Christophe le soulignait tout à l'heure, pourra obtenir un petit peu de ressources parce qu'il n'y a pas que le coût de réparation, mais il y a également les coûts de fonctionnement qu'il faut prendre en considération, puisque une compagnie d'assurance est également une entreprise avec une main-d'œuvre qui, elle également, est soumise à l'inflation dont on vous parlait tout à l'heure. On ne sera jamais de l'ordre des 8%, au risque de me répéter, mais à mon sens, on frôlera les 3, peut-être les 4 points à la grande marge. D'où la nécessité d'avoir un courtier qui renégocie avec les compagnies d'assurance et qui fait jouer la concurrence. C'est ce qui nous occupe ce soir. Exactement. Et je dirais, en appuyant cela, toute la force du courtier est d'aujourd'hui, je dirais, d'absorber cette augmentation de l'indice, puisque, comme vous le soulignez tout à l'heure, chaque copropriété a sa propre sinistralité.
Donc, au demeurant, notre rôle, c'est bien évidemment de devoir les renégocier et de faire en sorte que, encore une fois, risque de me répéter, cet indice soit absorbé. Alors justement, c'était un petit peu ma question suivante, hein. Vous avez anticipé, mais je vois qu'on est bien sur la même longueur d'onde. C'est parfait. Voilà, bon, ce que je voulais, c'est bon, qu'on comprenne. Justement, on a vu que bon, les choses évoluaient dans le temps. Et la question, c'est la copropriété. Est-ce que toutes les copropriétés, parce que bon, on a l'impression que c'est un passage obligé, que si on ne renégocie pas ces contrats, c'est forcément qu'on est perdant, qu'on va payer plus ou qu'on ne s'occupe pas de sa copro. Est-ce que toutes les copropriétés doivent forcément renégocier leurs contrats et cela régulièrement? Voilà. Donc, c'est un petit peu les critères qui vont faire que on va y aller ou on va pas y aller. Alors, je vais poser la question à Julien. Quelque part, c'est quels sont les indicateurs ou les signes qui vont nous dire qu'il y a une opportunité de renégocier, il faut y aller, il faut le faire. Voilà. Est-ce que toutes les copropriétés doivent renégocier leur contrat? Je pense que non, mais bon. Lesquelles doivent renégocier? Alors, ma réponse, elle va être assez simple, hein. Quand vous avez du gaz, du chauffage collectif, ça pèse pour 25 à 30 % des charges en temps normal. On ne parle pas de 2022 ni des contrats à des prix très chers. Donc, ça veut dire que si on ne renégocie pas ces contrats-là, on ne maîtrise pas 25 à 30 % de son budget. Donc, c'est quand même quelque chose qui me semble essentiel. Ensuite, sur comment on le fait, déjà, il faut vraiment reprendre son contrat, faire un état des lieux, vérifier son échéance, être sûr qu'on ne l'ait pas loupé. Est-ce que le contrat il a une tacite reconduction? Tout ce genre de choses qu'il faut vraiment revérifier et ensuite faire appel à un courtier comme Opéra Énergie, c'est être sûr qu'on est vraiment épaulé sur la mise en concurrence, parce que le marché de l'énergie, on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché de type boursier. Donc le prix du gaz comme de l'électricité, il évolue tous les jours. Hier, il était en légère augmentation par rapport à vendredi. Aujourd'hui, ça a un tout petit peu redescendu. Voilà, chaque contrat est différent. Et notre métier, c'est vraiment d'accompagner de manière individuelle le gestionnaire de copropriété avec le conseil syndical. Et ça, c'est une démarche qu'on fait avec tous les éléments contractuels pour pouvoir accompagner sur la meilleure solution. Après, on a une partie de sensibilité, hein. On parlait tout à l'heure de contrats de type indexé, de contrats à prix fixe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on détermine avec les copropriétaires, le conseil syndical et le gestionnaire. Maintenant, la réponse sur est-ce que toutes les copropriétés doivent renégocier, mon avis, c'est qu'il faut forcément passer par cette case-là, déjà pour avoir un espèce d'état des lieux, un bilan de est-ce que notre contrat, il est au prix, le prix qu'on paye actuellement, est-ce qu'on peut faire mieux? Quand est-ce qu'il arrive à échéance? Et voilà, c'est vraiment un état des lieux et ensuite derrière, essayer d'anticiper au mieux. Parce qu'un contrat de gaz ou d'électricité, on peut s'y prendre 1 an et demi ou 2 ans en avance pour bloquer des prix. Je reprends l'exemple de 2020, par exemple. En 2020, quand on avait des prix du gaz qui pouvaient descendre pour certains en dessous de 20 € du mégawattheure, vous avez certaines copropriétés, sur les conseils d'Opéra Énergie notamment, qui ont pu anticiper des contrats qui se terminaient à fin 2021, voire fin 2022, avec des prix de 2020. Donc, ça, c'est vraiment hyper intéressant de se dire que dans l'énergie, ce qui fait le prix de son contrat, c'est vraiment le moment auquel on l'achète. Et si on s'y prend un petit peu au dernier moment, comme pour certains contrats, on peut le faire, qui ont une incidence moindre au niveau des tarifs,
c'est prendre le risque que son contrat il est doublé parce que les marchés, eux, ont fortement augmenté. Si je prends l'exemple d'un contrat qui arrivait à échéance en 2022, tous les contrats entre juillet et septembre, on était plutôt sur des prix qui oscillaient entre 150 et 200 € du mégawattheure. Là où 1 an et demi avant, on était sur 20 €. Ça montre bien l'importance de connaître son échéance, d'essayer de suivre un petit peu les marchés. Et tout ça, c'est notre métier au PRA Énergie d'accompagner le gestionnaire sur tous ces critères-là pour accompagner au mieux la copropriété. Merci Julien. Bon, on reviendra sur certains aspects. Gladys, si tu veux aussi intervenir et poser quelques questions, hein, tu peux. Si jamais tu as des questions qui te viennent à l'esprit. Après, tu as aussi ma liste de questions, donc si tu veux participer, n'hésite pas. Oui. Non, juste pour confirmer ce que Julien disait, parce que ma copro était dans ce cas d'une renégociation tardive et on l'a bien, mal vécu, on va dire. Voilà, donc il faut anticiper. Je sais, mais c'est le mot-clé en copropriété. Donc, de toute façon, on le dit tout le temps pour tous les sujets, on le répète, mais c'est ça qui fait la différence. Alors, pour les assurances, est-ce que toutes les copropriétés doivent renégocier leur contrat? Selon moi, il faut renégocier son contrat. Si je disais l'inverse, je serais pas courtier d'assurance. Il faut renégocier son contrat, à mon avis, dans trois situations. La reprise d'une copropriété, notamment pour un syndic professionnel qui reprend un dossier, qui reprend une copropriété, il faut regarder le contrat et négocier ou renégocier pour corriger le contrat le cas échéant. Quand on récupère la gestion d'un immeuble, il faut vérifier un certain nombre de données qui apparaissent et qui conditionnent le contrat d'assurance, notamment la surface, la hauteur, la nature de la construction, la couverture, les occupations, les contiguïtés. Un immeuble qui est occupé par des bureaux, qui est occupé par de l'habitation, qui est occupé par des entrepôts, n'a pas le même risque, n'est pas exposé au même risque et donc n'a pas le même prix. Il faut donc renégocier quand on reprend un dossier d'assurance. Alors, le cas ne se pose pas pour un syndic bénévole qui normalement connaît la copropriété, à moins que ce soit un nouveau copropriétaire qui prenne en main sa nouvelle copropriété. J'attire juste l'attention dans ce cadre-là sur le nombre d'immeubles garantis. Être bien sûr qu'on parle du même nombre d'immeubles, une copropriété pouvant comporter plusieurs immeubles. Est-ce que l'immeuble, notamment à Paris, mais ça peut être ailleurs, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques? C'est important pour le contrat d'assurance. Si on a une cage d'escalier, une façade, une toiture qui est inscrite, il faut bien que ça apparaisse sur le contrat d'assurance. Et bien vérifier aussi que dans le contrat d'assurance, il y a une clause de reconnaissance du risque, donc qui exonère le syndic, qui soit bénévole ou professionnel, qui exonère ce syndic d'une différence entre le contrat d'assurance et la réalité du bâtiment. Donc, bien renégocier son contrat d'assurance dans le cadre de la reprise d'une copropriété. Et même au sens plus large, pour reprendre ce que Christophe vous disait, c'est surtout la conformité du contrat d'assurance par rapport à la typologie du risque. On entend risque la copropriété, bien évidemment. À cela, je pourrais rajouter quelques petites choses comme l'occupation. Beaucoup de copropriétés bénéficient, c'est un bien grand mot, c'est pas le cas, mais ont une occupation en rez-de-chaussée qui sont des commerces. Il y a des commerces qui sont, entre guillemets, plus aggravants que d'autres. Une boutique de prêt-à-porter n'est pas un risque aggravant. Cependant, si vous vous retrouvez avec un établissement de restauration, notamment avec un four à bois comme une pizzeria, ça peut arriver, c'est le cas. Et auquel cas, encore une fois, il faut le spécifier dans le contrat d'assurance et c'est synonyme d'augmentation de la cotisation, bien évidemment. En dehors de ça, quand faut-il renégocier le contrat d'assurance? Quand on a un passif, une continuité d'assurance de 36 mois auprès d'un seul et unique assureur. Ça nous permet d'apprécier le risque. Ça nous permet également de voir s'il y a de la fréquence en termes de dégâts des eaux, par exemple, ou pas.
Si tel n'est pas le cas et que la statistique est vierge, effectivement, c'est peut-être le bon moment pour pouvoir le remettre en concurrence. À l'inverse, un assureur qui ne bouge pas une oreille, qui ne vous majore pas votre contrat malgré une fréquence de sinistre importante, non, je vous conseillerais plutôt de ne pas le bouger, de le laisser à sa place. En dehors de ça, d'autres possibilités pour pouvoir renégocier. Encore une fois que vous avez mis les choses à plat, ça va être notamment la contiguïté du risque. Est-ce que votre copropriété est située en zone inondable, par exemple? Est-ce que la nature du risque fait que vous êtes parfaitement assuré? En clair, c'est de déterminer le paramètre idéal pour ne pas avoir de déchéance de garantie ou d'éventuelles majorations excessives si tant est que l'assureur s'aperçoive que ce qu'il assure n'est pas corroboré exactement par la nature de votre copropriété. Donc, on renégocie dans le cadre de la reprise d'une copropriété, on renégocie pour actualiser les conditions d'assurance, c'est ce que vient de dire Cédric, et on renégocie aussi pour optimiser les conditions d'assurance. Donc, renégocier la cotisation, par exemple, en ayant réalisé des travaux, on a pu diminuer la fréquence ou supprimer les sinistres. Donc, on pourra renégocier la prime. On peut renégocier aussi la prime quand cette cotisation a subi une certaine dérive tarifaire au cours des dernières années. Et puis justement, également… à ce sujet, il y en a qui disent que les assurances ne prennent pas en compte forcément, moi je l'ai mis dans ma présentation, mais ne prennent pas forcément en compte ces travaux d'amélioration qui diminuent le risque et que ça ne joue pas forcément sur la négociation. Alors, c'est en partie vrai et en partie faux. C'est une réponse de Normand, c'est bien nuancé. Hein. D'emblée, déjà, il faudrait que nous puissions être informés, je dirais, par les syndics avec lesquels nous travaillons, de travaux significatifs. On entend travaux significatifs, je peux vous donner des exemples de l'étanchéité, toit-terrasse, par exemple, un ravalement de façade, des travaux d'importance et significatifs qui font que ces travaux sont soumis à des garanties de dommages-ouvrages. Alors, c'est une importance importante puisque la garantie dommage-ouvrage, au final, va exonérer l'assureur en multirisque immeuble d'éventuels règlements qu'il devrait faire et de sinistres qui auront trait à la réfection qui auront été opérés sur la copropriété. Donc, en cela, si vous voulez, si nous avons l'information, effectivement, de pouvoir la présenter à l'assureur, peut engendrer une baisse de cotisation. De l'autre, si vous réalisez des travaux de réfection des parties communes, notamment de la cage d'escalier, il est fort possible qu'il n'y aura pas nécessairement d'impact sur la prime d'assurance, c'est une évidence. Juste une petite parenthèse, effectivement, l'assureur, lui, la compagnie, ce qui l'intéresse, c'est de voir et de constater de facto l'impact des travaux sur ce qui paye ou plutôt sur ce qui ne paye plus. Donc, entre le moment où on réalise, on vote des travaux, on fait des devis, on appelle des fonds, et le moment où le bénéfice de ces travaux, ravalement de façade, il n'y a plus d'infiltration sur façade par exemple, entre le moment où on paye les travaux et entre le moment où on constate cette amélioration sur les résultats techniques pour l'assureur, il peut se passer quelques mois, voire quelques années. Donc, ce n'est pas parce qu'on réalise et on paie des travaux que la cotisation va tout de suite diminuer. Il faut en informer l'assureur, donc il faut en informer le courtier pour qu'il en fasse état auprès de la compagnie, mais la compagnie a besoin de le constater de facto dans ses résultats techniques. D'accord. Alors, j'avais encore une question. Alors, c'est sûr que c'est bon. Il y a des questions qui sont plus pour l'énergie et d'autres qui sont plus pour les assurances. Je vais encore poser une petite question pour les assurances peut-être. Les opportunités de renégociation, comme je l'ai dit, bon, souvent on veut faire baisser le montant de la prime, baisser le coût de l'assurance, mais est-ce qu'on peut aussi être amené et dans quelle mesure à améliorer les niveaux de service et de couverture, ajouter des garanties qui manqueraient ou qu'on n'aurait pas prises au départ et qui pourraient améliorer la couverture, voilà. Est-ce que ça, c'est des choses que vous voyez aussi ?
Alors, nous, quand un syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, encore une fois, nous demande un devis sur un immeuble, l'immeuble est forcément assuré, à moins que ce soit un immeuble neuf, mais souvent, l'immeuble est déjà assuré. Et ce qu'on fait, c'est déjà qu'on insère notre intercalaire, c'est-à-dire qu'on ajoute des garanties, des extensions de garanties au contrat préexistant. Améliorer des garanties, c'est ajouter des extensions de garantie, c'est supprimer des franchises, c'est élever des plafonds de garantie. En fait, c'est notre métier aussi, en plus de négocier les prix, d'améliorer le niveau de couverture. Et comment est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'au fil des années, au fil des décennies, nos services sinistres font remonter un certain nombre de trous dans la raquette, de découvertes de garantie, qu'au fur et à mesure du traitement des sinistres, on s'efforce de combler auprès des compagnies d'assurance. Donc, on améliore, on affine, on complète nos intercalaires en ajoutant des garanties, des extensions de garantie. Je prends un exemple, hein. Une cheminée haussmannienne dans un très bel appartement, vacant, la porte est fracturée, la cheminée est volée. Il faut savoir que les cheminées, ça se revend. Si effectivement le vol des biens immobiliers en partie privative n'est pas prévu, et en général, il n'est pas prévu s'il n'y a pas d'intercalaire, le copropriétaire lésé en est pour son compte. De façon plus générale et plus contemporaine, vous pouvez avoir également l'exemple des panneaux photovoltaïques qu'on retrouve sur les toits de copropriété ou à défaut aujourd'hui, les bornes électriques qui sont installées pour les véhicules. Ok, cette question des intercalaires, c'est très intéressant. On reviendra peut-être un peu dessus parce que je pense qu'il y aura sûrement des questions. Je vais demander aussi à Julien, parce que je pense que c'est aussi une question qu'on peut se poser. On a parlé de renégocier son contrat, mais est-ce que ça veut dire qu'on garde son contrat actuel avec le même fournisseur d'énergie? Ça, c'est valable aussi pour les assurances. Est-ce qu'on garde le même assureur, la même compagnie d'assurance, ou est-ce qu'on va essayer ou peut-être en profiter peut-être ce sera nécessaire de changer de fournisseur ou de compagnie d'assurance? Donc, est-ce qu'on reste dans la continuité de son fournisseur en essayant de négocier un contrat actuel, ou est-ce que la nécessité fait qu'on doit changer de fournisseur pour avoir de meilleures opportunités et de meilleurs résultats? Alors, de manière personnelle, moi, j'ai plutôt l'impression que la fidélité ne paye pas forcément. Je parle vraiment pour moi. C'est du joli, hein, bravo Julien. Alors, maintenant, dans l'énergie, de manière très concrète, quand on est consulté par une copropriété qui a un fournisseur, que ce fournisseur-là, il est partenaire, on le consulte bien évidemment. Après, il faut savoir que là, on parle de fourniture pure de gaz. Le fournisseur d'énergie, lui, son métier, si on le résume assez rapidement, c'est de vous trouver le meilleur prix sur les marchés, de vous le proposer, et ensuite toute la partie distribution du gaz, c'est GRDF et GRT Gaz qui s'en occupent. Ça veut dire que le fournisseur, son travail, c'est de vous facturer un prix. Donc nous, on intervient dans ce cadre-là pour faire en sorte que nos analystes qui sont basés à Lyon négocient avec les fournisseurs et trouvent le meilleur prix pour la copropriété. Si le fournisseur actuel a le meilleur prix, c'est génial. Ça veut dire que il a fait l'effort parce qu'il s'est su mis en concurrence de proposer le meilleur prix. Maintenant, il y a une chose qui est importante à reprendre, on n'en avait peut-être pas parlé, c'est le contrat, à un moment, le prix qu'on paye, il s'éteint automatiquement avec l'échéance du contrat. Beaucoup de contrats ont des tacites reconductions, ce qui veut dire que le fournisseur, en toute logique, propose un nouveau prix de contrat, libre à vous de l'accepter.
Mon conseil, c'est vraiment de faire une renégociation et donc de mettre en concurrence cette tacite reconduction et donc de faire appel, par exemple, à nos services pour vous accompagner là-dedans. Maintenant, pour moi, chaque échéance, chaque contrat, le fournisseur en place doit automatiquement être remis en concurrence. Comme ça, on est sûr que on a le prix le plus optimisé. Comme je l'ai dit, si le fournisseur actuel se place bien, il n'y a pas forcément de doute à avoir. Si il y a un écart entre le fournisseur actuel et d'autres, l'écart, il est toujours mieux dans les poches de la copropriété qu'ailleurs. Oui, non, je comprends tout à fait. En fait, bon, voilà, c'est une sorte d'appel d'offres, on remet en question et c'est le meilleur, c'est celui qui se place et quelle est la meilleure offre qui l'emporte, hein. C'est tout à fait logique. Et pour les assurances, alors, comment ça se passe? Est-ce que pareil, vous mettez en concurrence les différentes compagnies? Est-ce que c'est plus compliqué de changer de compagnie? Est-ce que vous préconisez d'en changer ou vous essayez de maintenir ce contrat tant bien que mal actuel? Alors, on travaille avec plus de 20 compagnies, donc on interroge, dans le cadre de mise en concurrence, on interroge les 2, 3 ou 4 compagnies susceptibles de prendre un immeuble aux meilleures conditions possibles. Et c'est vrai qu'on n'interroge pas mécaniquement 20 compagnies pour un petit immeuble, pour un immeuble moyen ou pour un gros immeuble. Notre expérience et notre savoir-faire, c'est de cibler d'ores et déjà qui va être bon pour un immeuble haussmannien de 2000 m² en plein cœur de Paris, qui va être bon sur un grand ensemble immobilier au Chênay, dans les Yvelines. Donc, on met en concurrence, j'allais dire, les compagnies à bon escient. Après, est-ce qu'il est opportun de changer de compagnie, j'allais dire, tous les ans? En fait, il faut savoir qu'une compagnie d'assurance, elle capitalise les primes. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps qui passe, vous avez un matelas de primes que vous avez payé à l'assurance. Et on comprend bien, sans être actuaire, et je ne le suis pas, quand on reste auprès d'une seule et même compagnie qu'un an pour changer au bout d'un an, et ça tous les ans, finalement, on ne verse qu'aux compagnies en question une année d'assurance. Et une année d'assurance, ça constitue un matelas qui est finalement assez peu substantiel pour payer un sinistre. Bref, une compagnie qui changerait une copropriété qui changerait de compagnie tous les ans, au moindre sinistre, aurait une augmentation de prime. Le fait de rester, j'allais dire, un peu fidèle auprès d'une même compagnie permet d'avoir un matelas de prime suffisant pour absorber le coût d'un sinistre et pour ne pas enregistrer derrière une augmentation de primes significative. Ceci dit, je suis un peu d'accord avec Julien, être fidèle à une compagnie pendant 10, 15 ou 20 ans n'est pas forcément bénéfique en termes de prix. Par contre, ça peut l'être en termes de garantie. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est important de savoir est-ce que la fidélité paye? Est-ce qu'au final, on arrive à mieux négocier et on arrive à avoir certaines couvertures supplémentaires ou peut-être certains sinistres seront couverts, sachant que on a cette antériorité, on est connu, on a un dossier bien étayé. Voilà, ça peut aider aussi, hein, ça peut aider. Pour répondre et pour insister et enfoncer un petit peu plus le clou, c'est une des raisons pour lesquelles on apprécie la qualité d'une copropriété. On l'a sur une durée moyenne qui est de 36 mois. C'est ce que nous demandent les assureurs. Je dirais à moins de 36 mois, non, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, la fidélité, oui, mais la fidélité à moyen terme. D'accord. Et pour Julien aussi, alors quand je parlais de la durée des contrats, donc est-ce qu'il y a intérêt à prolonger les contrats? Parce que j'avais dit sur 3 ans, est-ce que certains fournisseurs demandent sur 5 ans? Est-ce que ça peut jouer aussi dans la négociation? Alors oui, parce que les prix de marché sont différents d'une année à l'autre. Aujourd'hui, en décembre 2023, si vous voulez un prix
uniquement sur une année, il sera forcément différent d'un prix sur 3 ans. Maintenant, il faut qu'il y ait une opportunité pour signer un contrat de 5 ans. Ça avait un réel intérêt en 2020 quand on avait des prix exceptionnels. Ça avait beaucoup moins d'intérêt en 2022 quand on avait des prix dans la stratosphère. Donc ça, c'est vraiment, je vais vous dire, une question de conseil, mais derrière une question de sensibilité. Vous avez toujours parce que l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité, vu que c'est un marché boursier, eh ben, tout peut se passer. Aujourd'hui, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut prédire ce qui va se passer d'ici 3 mois, d'ici 1 an. Et donc, quand je parlais de sensibilité, c'est aussi de se dire que eh ben, vous avez des personnes qui sont assez sensibles au marché, qui ont un profil plutôt sécuritaire et qui aujourd'hui se disent on est convaincu que le prix du gaz va baisser d'ici 1 an, on préfère bloquer un contrat sur 1 an. Et vous avez des personnes qui, à l'inverse, ne veulent pas que leur prix évolue tous les ans, ne veulent pas forcément se remettre dans la mise en concurrence et préfèrent bloquer 24 ou 36 mois. Donc ça, c'est vraiment… Mais est-ce que ça va jouer sur le coût, alors sur le prix? Parce que si le contrat est plus long, parce qu'on peut peut-être avoir un meilleur prix? Ce n'est pas une question de poids de négociation auprès du fournisseur, c'est plutôt une question de est-ce que l'année de prolongation est à un prix moins élevé que l'année d'avant. Par exemple, est-ce que l'année 2025 sur le gaz est plus intéressante que l'année 2024? Et ça pourrait faire baisser le prix. Aujourd'hui, en gaz, en électricité, les écarts entre les différentes durées d'engagement ne sont pas énormes. Et après, c'est vraiment ce que je disais, c'est vraiment le conseil et la sensibilité qui vous permettent de choisir ce qui pourrait être le plus intéressant. Mais il n'y a pas, c'est pas parce qu'on prend un contrat de 3 ans avec le fournisseur qu'il va vous faire une décote impressionnante sur votre prix du gaz. Lui, son métier, c'est simple, hein. Son moyen d'action, c'est sur un marché. Et donc, forcément, s'il n'y a pas d'écart entre les différentes années, il ne pourra pas vous proposer une décote qui sera très intéressante. D'accord, bah, au moins c'est tout à fait clair, ça répond totalement à ma question. Alors, peut-être oui, pour ça c'est un peu les questions bateau, mais quand même, bon, ça c'est toujours intéressant. Les pièges à éviter, les erreurs à ne pas commettre. Des fois, on vous sollicite, on va vous poser des questions, on va vous demander des choses, et vous allez le déconseiller. Vous allez dire non, surtout pas, ne faites pas ça. C'est une grosse erreur. Évitez d'aller dans cette voie-là. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux copropriétaires pour qu'ils ne tombent pas dans ces écueils et les erreurs qu'ils ne doivent surtout pas commettre? Alors peut-être on va reprendre avec les assurances. Pour les assurances, les 2-3 choses à ne pas faire, à mon avis, et c'est des choses qu'on retrouve, donc je le dis par expérience parce qu'on le voit au quotidien, c'est la résiliation à titre conservatoire. En fait, la résiliation à titre conservatoire, ça n'existe pas. Pour l'assuré, qu'il soit syndicat des copropriétaires ou particulier, libeller une résiliation en disant que c'est à titre conservatoire sous-tendrait qu'on a la possibilité unilatéralement de vouloir rester auprès de l'assureur. Non, l'assureur enregistre la résiliation et s'il ne veut pas remettre en cours, il ne remet pas en cours. Donc la résiliation à titre conservatoire n'existe pas. Tout ça pour dire que si on résilie, il faut avant avoir fait le travail de mise en concurrence. La renégociation, elle se fait avant la résiliation. Elle ne se fait pas après la résiliation. On ne peut pas rester sans assurance. On ne peut pas être sans assurance. Donc, il faut avoir anticipé. On ne peut pas résilier si on n'a pas avant renégocié un contrat. Et c'est ça. Il faut préparer son dossier et résilier le cas échéant. Mais quitte à demander à l'assureur de se remettre dans la course et de faire une contre-proposition. Mais il faut déjà avoir un devis par devers soi.
c'est pas de bon conseil de résilier à titre conservatoire et de le faire dans ce sens-là. On risquerait finalement ou de se retrouver, passez-moi l'expression, le bec dans l'eau, ou de se retrouver avec finalement un contrat moins performant en tarif et ou en garantie. La deuxième chose, c'est dans le cadre de la mise en concurrence, c'est le thème de ce soir, c'est interroger 2 ou 3 courtiers qui eux-mêmes interrogent 3 ou 4 compagnies. En fait, on arrive à une situation un petit peu inextricable et qui est plutôt contre-productive. Mieux vaut interroger un courtier qui interrogera plusieurs compagnies. Si effectivement plusieurs courtiers interrogent la même compagnie, bah, la même compagnie, elle est bloquée. Donc, choisir un bon courtier ou choisir un agent général d'assurance et En lui fait, demander… elle est bloquée, Christophe, elle est bloquée parce qu'elle ne peut pas répondre plusieurs fois pour la même copropriété. C'est ça qu'il faut expliquer, c'est ça. En fait, l'usage parisien, c'est qu'une compagnie résilie. Une compagnie répond au premier courtier qui l'a saisi et ne répond pas au deuxième courtier qui le saisirait pour le même dossier. L'exemple lyonnais est un peu différent. À Lyon, qui est une place d'assurance significative, l'usage est différent. C'est-à-dire qu'une compagnie va répondre et va donner les mêmes conditions à plusieurs courtiers qui l'interrogeraient sur un seul et même dossier. Charge au courtier le plus talentueux, le plus technique, à faire passer la proposition. Donc à Paris, j'allais dire, interroger une même compagnie par le biais de plusieurs courtiers, finalement contre-productif, parce qu'en plus, un courtier peut avoir des accords, peut avoir des garanties supérieures à un autre. Donc, faire saisir AXA par le biais d'un courtier A qui est moins performant auprès d'AXA, alors que le courtier B aurait sorti une proposition meilleure en termes de garantie, c'est contre-productif. Et j'allais dire le troisième écueil, mais il y en a plein d'autres, hein, c'est organiser son appel d'offres sans être transparent auprès des compagnies, ne pas déclarer les sinistres, ne pas déclarer tous les sinistres, faire une rétention d'informations dans le seul but d'obtenir une prime inférieure et, à mon avis, de mauvais conseils. On s'expose à une résiliation pour fausse déclaration, même non intentionnelle. Ça peut être une résiliation pour fausse déclaration intentionnelle. Ça peut même être une déchéance de garantie, c'est-à-dire la compagnie d'assurance n'indemnise pas le sinistre au simple motif qu'elle n'aurait pas pris le risque si elle avait une parfaite connaissance du sinistre, du risque, je veux dire. C'est mettre la copropriété en danger, effectivement. Pour résumer ce que vous a dit Christophe, il faut toujours, je pense, travailler son dossier et ne jamais résilier avant d'avoir des offres qui soient formelles. On peut être convaincu d'aller chez un assureur, ça s'est vu, hein, on le voit même très fréquemment. Vous avez un copropriétaire qui va chez un agent général en disant « Moi, je n'ai jamais eu de sinistre, tout se passe très bien dans la copropriété ». Or, c'est faux. Les désordres qui peuvent arriver, tout le monde n'en est pas nécessairement au courant. Les recours exercés, c'est transparent pour les copropriétaires. À moins d'obtenir une statistique sinistre, on ne peut pas avoir un visuel global de la bonne tenue ou de la dégradation d'une copropriété. Donc, encore une fois, si on devait se répéter, et j'appuierai ce qu'a dit Christophe, toujours monter un dossier d'études en amont plutôt que de procéder à une résiliation qui ne serait pas salutaire et au contraire qui mettrait encore en danger la copropriété. D'accord. Alors Julien, même question. Est-ce que si on passe par plusieurs courtiers, on a le même écueil? Est-ce que ça risque aussi de poser problème? Alors oui, j'allais rebondir là-dessus justement, je l'ai noté sur mon cahier. On est effectivement dans la même configuration. Le nombre de fournisseurs d'énergie, il n'est pas extensible par nature, hein. Nous, on a des partenariats. Certains de nos confrères ont des partenariats menés avec les mêmes fournisseurs d'énergie. Et essayer de consulter 3 courtiers ou 4 courtiers, enfin, peu importe, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc je vous rejoins vraiment là-dessus. J'ai vraiment la même chose. Il vaut mieux être efficace avec un interlocuteur, un courtier,
que d'essayer d'aller taper à toutes les portes. Alors, autre erreur à éviter, Julien, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il ne faut surtout pas faire dans les copropriétés? Alors oui, mes coprésentateurs parlaient. Mon micro est réactivé, c'est bon? Ok. Julien, je crois que vous devez vous absenter, non, c'est ça? Non, ça Ça va? va aller. Je finis de répondre à votre question ok. et je m'absente 2 Très bien. secondes. Sur la partie piège à éviter, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est justement, on parlait de la partie résiliation. Il faut vraiment, vraiment maîtriser au mieux la résiliation, pas s'y prendre au dernier moment, vérifier les échéances, parce que chaque fournisseur a un petit peu son préavis qui est différent de l'autre. Vous avez des fournisseurs qui vous envoient un courrier et qui, à la suite de ce courrier, vous donne 45 jours pour le résilier. Vous avez des fournisseurs qui demandent un préavis de 2 mois. Vous en avez d'autres qui vous demandent un préavis de 1 mois. Et donc, tout ça, c'est vraiment une expertise qu'on a. Et il faut vraiment faire en sorte que la résiliation, elle soit maîtrisée au meilleur moment pour être sûr qu'on puisse bien quitter son fournisseur si on le souhaite parce qu'on a trouvé une meilleure offre. Parce que si le fournisseur est dans son bon droit au niveau de la reconduction de son contrat et que vous avez signé un contrat avec un autre fournisseur et que vous voulez donc résilier l'ancien, vous vous exposez à des pénalités qui, elles, peuvent être assez conséquentes. Donc, il faut vraiment bien mener sa barque sur cette partie résiliation et être sûr que les délais ils soient vraiment bien respectés pour qu'ensuite on puisse mener à bien la mise en concurrence. Donc, c'est peut-être un petit peu l'inverse de ce que vous préconisiez sur la partie assurance. Mais moi, mon métier, c'est vraiment ça. C'est d'être sûr que toute la partie résiliation, on soit bien dans les clous. Parce que sinon, c'est des risques qui sont trop importants. Je préfère dire, on ne peut pas faire de mise en concurrence sereinement parce que vos délais sont trop courts ou ne peuvent pas être respectés, plutôt que d'exposer la copropriété à des pénalités de résiliation anticipée d'un contrat qui serait reconduit automatiquement. Julien, vous vous absentez, vous revenez ou je reviens. D'accord, ok. Bon, on continue alors. Ouais. Alors, donc là, on a vu pour les erreurs, hein, les pièges, surtout, voilà, faut pas y aller. Alors, j'avais une autre question. Peut-être, alors je ne sais pas si vous êtes concernés au niveau des assurances, mais je m'étais dit, est-ce que l'analyse des données, est-ce que les nouvelles technologies, ça vous aide aussi et ça peut influencer, ça peut avoir un rôle et ça peut influencer la négociation des contrats? Parce que vous aviez dit tout à l'heure que bon, il y avait des algorithmes, il y avait des tas de choses que vous étudiez, etc. Est-ce que maintenant, avec peut-être des nouveaux outils, on arrive à obtenir des informations et du détail qui vraiment vous sert et qui peut être utile aux copropriétés? La technologie aide toujours pour apprécier un risque. On peut maintenant visionner un immeuble via certains outils, Google Earth, Google Maps. On a également des API avec les compagnies qui nous permettent de souscrire en ligne. Ces mêmes compagnies sont capables de localiser très précisément un immeuble. Par exemple, elles ne souhaitent pas forcément assurer plusieurs immeubles, notamment contigus, dans un même secteur. Or, une compagnie comme AXA, une compagnie comme Allianz, des mastodontes comme ça, forcément dans un quartier de Paris, ont plusieurs immeubles, ont plusieurs dizaines d'immeubles. Et il peut se trouver qu'une compagnie ait plusieurs dizaines d'immeubles quasiment contigus au même endroit. Bon, ça, l'information, elle est importante à délivrer et il est important qu'un assureur ait connaissance de cette situation. Parce qu'en cas d'explosion, par exemple, elle pourrait avoir à payer plusieurs immeubles, plusieurs dizaines d'immeubles et donc une indemnité, des indemnisations finalement très importantes.
Et ça, elle a besoin de le savoir. Et ces réassureurs ont besoin aussi de connaître ces situations. Donc, c'est autant d'outils qui permettent de circonscrire les risques au niveau des compagnies. Mais une fois que j'ai dit ça, la technologie, j'allais dire, c'est bien et ça permet d'accélérer la souscription, de fluidifier la souscription et d'avoir une meilleure vision du risque assuré. Mais cette technologie, elle reste quand même au service j'allais dire, d'individus. Et rien ne vaut mieux qu'un souscripteur en compagnie qui connaît bien l'immeuble, qui connaît bien l'immobilier, qui connaît bien les quartiers de Paris ou les quartiers de banlieue et qui ait de bons conseils pour la souscription de contrats d'assurance. Moi, j'irais même à la limite un petit peu plus loin en vous disant qu'aujourd'hui, la technologie, c'est quelque chose qui est bénéfique pour les compagnies comme pour le courtier sur le parcours de la souscription et de la tarification du risque. Effectivement, on a la capacité de pouvoir apprécier une situation en zone inondable, en quartier prioritaire. Christophe vous le disait tout à l'heure, on a aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec Internet, la possibilité d'avoir un visuel qui est important également. Parce que, bien évidemment, une copropriété qui serait taguée tous les ans ou tous les 6 mois, effectivement, présente un risque supplémentaire. Donc ça, c'est effectivement bénéfique en ce qui nous concerne. De l'autre côté, la technologie, comme on peut l'entendre d'un sens plus large, notamment sur le parcours de tarification pour des particuliers, comme on pourrait l'entendre, n'est pas nécessairement le bon, pour les raisons que Christophe vous a encore une fois exposées. C'est-à-dire que l'appréciation, rien ne vaut mieux aujourd'hui qu'une interaction humaine s'appuyant sur des technologies plutôt qu'une technologie pure sans l'intervention d'un humain. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait être faussée, parce qu'elle n'est pas viable à plus ou moins long terme, parce qu'on se retrouve avec un devoir de conseil qui n'est pas nécessairement existant, et encore une fois, c'est s'exposer à des conséquences qui pourraient être dommageables pour les copropriétés. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur notre rapport à la technologie. Je disais ce dont vous parlez, c'est peut-être ce qu'on trouve beaucoup sur Internet, c'est un petit peu les simulateurs avec des parcours où vous rentrez toutes vos données et à la fin on vous dit de combien va être votre prime d'assurance, quoi. C'est ça. Effectivement, ça. Je voulais pas le dire parce que c'est pas l'objet de notre conversation de ce soir, mais on a vu une compagnie mettre la clé sous la porte il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est des outils c'est des facilitateurs, mais j'allais dire quelqu'un qui n'est pas compétent, qui connaît mal l'assurance immobilière, même avec des outils pertinents, fera un mauvais travail. J'enfonce une porte ouverte, c'est plus facile à enfoncer. D'accord. Alors Julien, il n'était pas là pour la question, mais bon, en fait, ce que je demandais, c'était dans quelle mesure les nouvelles technologies, l'analyse des données pouvaient aider dans la renégociation des contrats et comment vous l'utilisez aussi au sein du groupe Opéra Énergie. Alors, on est un peu au cœur de notre métier. Hein. Opéra Énergie, on est lauréat du label French Tech, donc ça récompense les entreprises justement qui mettent les nouvelles technologies et la donnée au cœur de leur métier. Nous, c'est essentiel parce qu'on manie des chiffres. Si je devais vous donner qu'un exemple concret dans mon quotidien, en tant que courtier chez Opéra Énergie, j'ai une plateforme, un de mes outils de travail qui m'est mis à disposition, qui vient de manière automatique me dire si j'ai une opportunité d'économie à générer sur une copropriété, sur un contrat d'une copropriété que j'ai accompagné. Après, on va faire un rapport entre l'échéance du contrat, le nouveau prix qu'on pourrait proposer. Et là, je rejoins un peu tout le monde. La technologie, c'est bien, mais il y a aussi l'humain parce que vous avez du conseil qui vient se mettre derrière. Mais ça me simplifie tout mon travail pour essayer d'accompagner au mieux les copropriétés sur leur renégociation de contrat. Donc, c'est essentiel pour nous, la technologie. Opéra Énergie, on développe beaucoup d'outils en interne via des développeurs et nos équipes informatiques.
Justement, bon, on arrive presque à la fin. Ça passe vite, hein, finalement. Hein. On ne s'en est pas rendu compte, mais il est déjà 18h30, on ne s'ennuie pas. On est en bonne compagnie. Alors, justement, par rapport à ce que dit Julien, c'était un peu pour rebondir aussi là-dessus. Est-ce que vous mettez en place des systèmes de suivi, d'alerte, justement, sur toute la durée du contrat pour anticiper les évolutions qui pourraient éventuellement affecter vos contrats actuels? Donc, qu'est-ce que vous avez… Bon, Julien nous a un peu répondu, mais qu'est-ce que vous mettez en place justement pour suivre vos contrats et voir qu'il n'y ait pas de soucis sur la durée du contrat? Alors, nous concernant, on a des outils de suivi au final. Nous sommes processés de la façon suivante. Tous les contrats, puisque vous savez que en multirisque immeuble, les contrats sont étalés. On a une grosse majorité qui sont axés sur une échéance principale qui est au 1er janvier, mais on en a tout au long de l'année. On a des petites mains, comme ça, sans être péjoratif, qui nous sortent des états mensuels et qui nous permettent d'anticiper à 2 mois les échéances principales de chacun des contrats. Aussi, c'est pas plus bête que ça. On fait du ligne à ligne. On regarde les contrats, leur comportement, toujours en se focalisant sur une statistique sinistre et notre expertise. Et consécutivement à cela, on est capable de déterminer si on va aller négocier une baisse, un maintien, voire peut-être limiter une augmentation de primes. On peut aller même encore plus loin, renégociant l'insertion ou voire la suppression d'une franchise. Donc c'est un travail, on travaille en amont pour vous résumer un petit peu la situation. Donc finalement, le process est cadencé par le renouvellement des échéances. Chaque échéance fait l'objet d'un échange avec une compagnie, d'une négociation avec une compagnie. Et pour le coup, effectivement, comme dit Cédric, on descend les contrats ligne à ligne. Et on va même au-delà, c'est-à-dire quand il y a des contrats qui méritent d'être changés de compagnie, tout simplement parce que la statistique sinistre s'est améliorée, parce qu'on a remarqué un tarif qui était finalement un peu haut au vu de la surface de l'immeuble, et que la compagnie ne veut pas revoir, on propose on propose un déplacement auprès de l'assuré. C'est-à-dire qu'on lui envoie l'avis d'échéance et on lui propose de transférer le contrat d'une compagnie à une autre. Les contrats sont renouvelés tous les ans de manière tacite, sauf résiliation. Donc, pour changer un contrat et le transférer d'une compagnie à une autre, il y a deux solutions principales. C'est soit le respect du préavis de 2 mois, et donc on travaille notre dossier en cours d'année et on propose au client de le déplacer moyennant le respect du préavis. Et la deuxième chose, c'est on profite d'une augmentation supérieure à la variation de l'indice, c'est-à-dire une augmentation non contractuelle, on appelle ça, une augmentation abusive du tarif, et on profite de cela pour proposer au client le déplacement du contrat et changer de compagnie. Voilà. D'accord. Julien, même question, le suivi, les alertes, vous avez donc, vous avez ça tout le temps. Ça clignote de partout. C'est ça. De toute façon, effectivement, on en a beaucoup parlé. Hein, le respect de l'échéance, c'est essentiel. Donc nous, on a des rappels automatiques qui depuis peu sont directement envoyés à l'interlocuteur qui est référencé chez nous comme signataire du contrat. Comme ça, on est sûr que notre interlocuteur n'a pas laissé passer son délai pour pouvoir résilier son contrat, pour ne pas se retrouver entre guillemets, dans la panade. Hein. L'an dernier, certains contrats qui sont partis en tacite reconduction ont été sur des prix qui n'avaient jamais été vus jusqu'ici. Maintenant, pour entrer un peu plus finement, on peut avoir dans un de nos logiciels, on peut calibrer une sorte de palier qui nous informe quand il est atteint. Parce que selon les marchés peuvent augmenter, peuvent baisser, et vous pouvez avoir des interlocuteurs qui ne bougeront pas si un palier de tant d'euros par mégawattheure n'est pas atteint. Ça, on peut le calibrer.
Maintenant, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait si ce palier il est jamais atteint? Et donc là, c'est une intervention humaine, mais on peut envisager pas mal de choses. Maintenant, sur cette partie-là, on essaye de pas faire en sorte que ça clignote comme un sapin de Noël chez nos clients, mais que ce soit bien chez nous. Mais c'est essentiellement du suivi d'échéance, du suivi de prix, pour être sûr qu'on accompagne au mieux pour la renégociation et donc le futur contrat. D'accord. Donc, il y avait une petite question sur les panneaux solaires, là, pour la team assurance. Je ne sais pas si vous êtes sur le coup. Je suis sur le coup. D'accord. Et je vais répondre. D'accord. Alors, bon, comme on arrive à la clôture, je vais vous demander à chacun la petite conclusion, le mot de la fin, et après, on va terminer. On va bien sûr dire au revoir à tous nos invités participants. Alors, comme ils sont occupés, Julien, alors un petit mot de conclusion, un petit mot de la fin, voilà, histoire de terminer en beauté sur tout ce qu'on a dit, l'atelier en général. Voilà. Ça va être simple, hein. Si on devait avoir une petite phrase en 3 mots, c'est vraiment anticiper et nous contacter pour renégocier. Dans tous les cas, si le fournisseur qui vous facture actuellement est un de nos partenaires, on le consultera. Et derrière, notre métier, c'est vraiment de vous conseiller au mieux, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité. Derrière, on peut vous accompagner sur toutes vos questions que vous auriez sur le bouclier tarifaire, on l'a vu tout à l'heure, sur les évolutions des réglementations. Sur l'électricité, vous avez notamment l'avenir de l'Arenh, en fait, qui se joue maintenant. L'Arenh, c'est les tarifs sur l'électricité nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Voilà, on a toute cette expertise sur la mise en concurrence des contrats d'énergie. Et clairement, dès que vous avez, que ce soit du chauffage collectif gaz ou du chauffage collectif électrique, il faut vraiment prendre conscience que c'est une part de vos charges qui est énorme, et regarder ce qui peut être trouvé sur les marchés via un courtier, via Opéra Énergie notamment. C'est vraiment être sûr que la décision que vous allez prendre, elle est prise au mieux. D'accord, très bien. On ne manquera pas de donner vos coordonnées à tous ceux qui ont des besoins et qui veulent en savoir plus sur leur contrat d'énergie. Alors, pour Christophe et Cédric, le petit mot de la fin, voilà, qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit ce soir, votre sentiment sur la question de la renégociation et peut-être par rapport aux questions qui ont été posées. Moi, je conseillerais aux copropriétaires, aux conseils syndicaux, aux syndics de copropriété, faire appel à un courtier efficace, j'allais dire. Un courtier efficace, selon moi, c'est un courtier dont le volume d'affaires, le volume musculaire, j'allais dire, permet de discuter efficacement avec les compagnies, parce que les compagnies discutent efficacement avec les courtiers qui ont un certain poids. C'est comme ça, c'est un état de fait, c'est pas un jugement de valeur. Ça, c'est la première chose. Et pour négocier avec les compagnies, il faut représenter un certain chiffre pour être entendu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, choisir un courtier qui est proche de ses clients. Donc, c'est une double exigence qui est souvent incompatible, mais je pense qu'Odéalim a réussi à faire cohabiter les deux qualités, être impactant vis-à-vis des compagnies et d'être suffisamment proche de ses clients et de ses syndics et de ses copropriétaires pour être particulièrement passif, voilà, c'est ça. Absolument.
Très bien. Cédric, pareil. Bah, Même, moi, à peu près la même chose. Je dirais que, comme Julien, parce qu'il l'a très bien résumé, le rôle du courtier, quel est-il? C'est celui d'avoir un accompagnement et surtout d'être réactif et de le cumuler avec un devoir de conseil, chose qu'on on se targue de faire, bien évidemment. Je voulais également vous faire une gentille petite remarque, parce que pour Christophe et moi, c'était la première fois qu'on participait à cet atelier. Et je dois avouer que c'est un exercice qui nous a plu et on a bien aimé l'ambiance. Et pareil, si tant est qu'il y ait des questions qui puissent ressurgir, de ne pas hésiter à prendre attache avec nous. On se fera un plaisir de vous y répondre. Alors, il y aura sûrement des questions qui vont arriver parce que il faut dire que la période ne se prête pas trop au webinaire. On est plutôt dans les préparatifs des fêtes. On est plutôt à partir plus tôt pour aller acheter des beaux cadeaux, préparer son petit repas de Nouvel An, etc. De fête de Noël. Donc, c'est vrai que là, on n'avait pas la foule non plus ce soir, mais vous inquiétez pas, ils seront sur les replays et les questions viendront certainement. Donc, on vous les enverra. Gladys, tu veux dire un petit mot? Oui, je voulais dire aussi de ne pas hésiter pour les intervenants à m'envoyer si vous avez un petit diapo, un petit slide avec vos coordonnées. Ça peut être général sur votre société et puis qui mentionne comment vous contacter, parce qu'on va envoyer du coup le replay, peut-être demain ou jeudi, dès qu'il sera monté, à tous les inscrits. Donc, il y avait quand même plus d'inscrits que de participants comme d'habitude, mais bon, c'est normal. Et du coup, si vous nous envoyez les slides avant ça, et ben, on les mettra également en pièce jointe pour qu'ils puissent vous recontacter directement. Et puis, je vous remercie pour votre participation. Alors, merci Gladys. Alors, moi, je veux vous faire aussi des compliments. J'ai pas vu le temps passer ce soir. Pourtant, c'est pas des sujets simples, hein, quand même. En plus, on était quand même sur 2 volets assez différents, mais comme quoi, finalement, les préoccupations sont quand même les mêmes et qu'on retrouve des choses similaires dans l'approche et aussi dans les métiers, hein, puisque vous êtes courtier. Donc, il y a un savoir-faire et il y a une approche client aussi. Et pour le marché de la copropriété qui est pas un marché simple. Donc merci. Alors pour une première participation, c'est validé. Hein, donc vous pourrez revenir quand vous voulez. Je vous embauche pour le prochain webinaire. Voilà, le duo de choc, c'est parfait. Et Julien, pareil. Hein, donc une fois qu'on y a goûté, on peut revenir et à nouveau être sur la sellette quelque part, parce que bon, c'est quand même du live et vous devez répondre aux questions, donc c'est pas facile, mais bon voilà, vous avez parfaitement joué le jeu et je vous en remercie. Donc je vous souhaite maintenant de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera certainement, le replay sera mis en ligne avant la fin de l'année, mais nous on se retrouvera certainement en 2024. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur et puis j'attends encore pour les meilleurs vœux parce que j'aime pas anticiper à ce niveau-là, mais on aura l'occasion de se fêter les vœux en temps et en heure. Donc merci à tous pour votre participation. Ah voilà, j'attendais un Père Noël et un sapin. Ça a du mal à venir. Parce qu'il y a des petits émoticônes un peu spécifiques qu'on peut faire à cette période de l'année. Donc, je me suis dit peut-être, voilà, bon, j'ai eu un sapin, donc c'est bon, je peux clôturer. Ça y est, je suis satisfaite, c'est fait. Merci. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne soirée et belle fête de fin d'année. Et on va Bonsoir. Merci à vous. Merci à tous d'être restés avec nous. Merci. Merci, au revoir. Faites à vous.